Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'expertise, de l'analyse du débat et des rubriques que vous connaissez bien. Bien dans son job, d'abord, c'est aussi savoir gérer l'incertitude, crise financière, sanitaire. Les crises se succèdent et surtout ne se ressemblent pas. Pourquoi vouloir prédire et prévenir l'imprévisible? Et si les outils de prédiction des entreprises étaient aujourd'hui obsolètes? Philippe Silberzan, professeur à l'EM Lyon, propose de les réinventer, de créer son avenir plutôt que de le prédire. C'est le mot d'ordre de notre invité. Il est avec nous en plateau. On discutera avec lui dans quelques instants. Les entreprises s'engagent. Cette semaine, c'est la société Pneus Laurent qui se mobilise pour l'emploi. Malgré un contexte de crise sanitaire et de concurrence internationale, le spécialiste de rechappage de pneumatiques, filiale du groupe Michelin, s'engage depuis 2 ans en recrutant notamment en alternance. Un modèle qui a fait ses preuves dans les métiers techniques. Il facilite l'intégration dans l'entreprise et favorise une embauche en confiance à l'issue de la formation. Le grand entretien, on reçoit ce mardi Alain Roumillac, président de Manpower Group France. Cela fait plus de 10 ans qu'il est à la tête de la filière française de ce groupe mondial spécialisé dans le conseil RH, recrutement et dans l'intérim. Avec lui, nous prendrons le pouls du marché du travail, les secteurs qui recrutent, les perspectives d'embauche pour 2022. Le groupe a d'ailleurs annoncé recruter 1700 personnes en CDI cette année. Nous parlerons également du nouveau rapport au travail des actifs français et de leurs aspirations concernant leur avenir professionnel. Du côté des entreprises, surtout, le défi est de taille, favoriser l'engagement à long terme. Et enfin, fenêtre sur l'emploi, la révolution du marché du travail. Toujours une révolution pour le moins numérique. Malheureusement, les entreprises du secteur sont confrontées à une pénurie de talents. Et si la solution venait du lien qu'elles entretiennent avec les grandes écoles? Julien Breuil, directeur des relations entreprises du groupe EDC Business School, sera notre invité. Et on commence donc, comme promis, avec Bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Le monde n'a rien de prévisible, l'épidémie de Covid-19 en est la preuve. Il devient de plus en plus difficile pour les organisations de se prémunir de ces événements extérieurs. Aussi bien les business plans que les prévisions économiques de toutes sortes ont volé en éclats ces 2 dernières années. Une bonne raison aujourd'hui pour les entreprises de repenser leurs outils prédictifs. Tenter de prédire et puis subir, c'est de l'histoire ancienne. Il faut désormais agir. Ce n'est pas notre invité qui nous dira le contraire. Philippe Silberzan, professeur à l'EM Lyon et auteur de Bienvenue en incertitude, survivre et prospérer dans un monde de surprises, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. On vous connaît, hein. Vous êtes déjà venu dans cette maison Smart Job. Je le disais, Philippe Silberzan, la crise sanitaire est un exemple. La guerre en Ukraine, on pourrait dire, en est aussi un autre. Selon vous, les grands événements du XXIe siècle n'auraient pas pu, de toute façon, être anticipés? Alors, la plupart d'entre eux, effectivement, hein, on est dans un monde de surprises. Alors, ça n'est pas nouveau, mais là, on a quand même l'impression que ça se un peu bouscule au portillon. Et alors, après coup, on peut expliquer pourquoi telle ou telle chose s'est passée, mais la réalité, c'est qu'effectivement, la plupart des grands changements n'ont pas été prédits, ou s'ils l'ont été prédits, c'est souvent un peu par hasard. Et évidemment, ça pose un défi fondamental à ceux qui doivent prendre des décisions en amont. Et donc, c'est de ce constat que vous êtes parti, justement, cette succession d'événements extérieurs qui arrivent, qui viennent bousculer les organisations. Et c'est là qu'on se dit, bon, il faut peut-être changer de stratégie. Oui, voilà, on a bâti, alors moi je viens du monde du management, mais on retrouve ça dans toutes les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, les gouvernements, les sociétés. On a bâti la prise de décision sur un paradigme prédictif, effectivement, qui consiste à dire, je fais une prévision sur l'avenir et après je déroule un plan d'action. On voit ça dans des business plans, dans des plans d'action, même dans l'élection présidentielle, où on demande un projet, on demande des plans. Et ce paradigme prédictif, évidemment, il est extrêmement fragile. Là encore, dans les élections, on sait que quand un président arrive, très vite, les événements font que tout ce qu'il avait prévu devient rapidement obsolète. Et on est à ce moment-là plus dans de la réaction, de l'adaptation au mieux. Et donc, ça pose quand même... Il y a bien une raison pour laquelle les entreprises, elles tentent quand même de prévenir l'avenir. Pourquoi ça les rassure déjà, peut-être? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, si vous lancez un produit, vous avez besoin de prévoir sa fabrication, vous avez besoin d'un élément de prédiction. Vous mettez en route une usine, la voiture va sortir ou les bouteilles de parfum, etc. Donc
Donc on ne peut pas totalement se passer de ce paradigme prédictif. Il va falloir monter l'usine, la mettre en route, etc. Mais si on ne se base que sur le prédictif, là, effectivement, on risque d'avoir de grandes déceptions. Donc il faut continuer, certes, à faire des prévisions pour certaines choses, mais savoir qu'il y a quand même des chances que ces prévisions ou ces prédictions se révèlent fausses. Et donc, je dirais qu'il faut un paradigme un peu multiple en disant attention, beaucoup des choses que l'on prédit seront fausses, ne se révéleront pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Donc, il faut changer la manière aussi dont on perçoit le futur. C'est un changement de modèle que vous proposez là. Quelle est votre définition, pour qu'on comprenne bien, votre définition de l'incertitude? Et en quoi, si je comprends bien un peu votre message, en quoi elle peut être aussi... Enfin, elle peut aussi avoir un aspect positif au sein des organisations. Alors, effectivement, l'incertitude, c'est l'absence d'information. Si vous lancez un produit de livraison de repas à domicile, c'est pas trop difficile d'essayer de savoir ce que pensent les clients potentiels, s'ils veulent de la vitesse ou du choix, etc. Parce que l'information existe, mais vous ne l'avez pas. Et là, on va faire une étude de marché. L'incertitude, ça va caractériser des situations radicalement nouvelles, le Covid, l'Ukraine, etc., pour lesquelles on n'a pas de précédent exact, donc l'information n'existe pas. Voilà, donc c'est vraiment ça la définition de l'incertitude. Comme ça ne s'est jamais produit, on ne peut pas se baser sur un historique sur lequel on pourrait se dire, comme il y a eu ça dans le passé, ça va se reproduire, on va voir la même chose. Donc on est face à l'inédit, et évidemment, l'inédit, on ne peut pas se baser sur l'historique. Donc vous allez peut-être nous dire comment on va arriver à la gérer, cette incertitude, comment les managers peuvent ou non d'ailleurs l'appréhender. Je crois qu'il faut respecter une certaine posture quand même, selon ce que vous nous dites, pour agir efficacement dans l'incertitude. Il y a une posture qu'il faut absolument avoir, des impératifs. Alors voilà, il y a quelques impératifs. La première chose, effectivement, c'est de se dire beaucoup des éléments qui surviennent, on ne les contrôle pas. Donc là, on n'a pas la main. Par contre, ce que l'on peut contrôler, c'est ce qu'on en fait. Donc il y a une surprise, on n'était pas capable de l'empêcher, on est pris par surprise, mais ce que l'on fait de ça, là, on a un degré de contrôle. Donc c'est une posture que, pour simplifier, on peut appeler un peu entrepreneuriale, dans laquelle on va dire, voilà ce qui se passe, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, là, je ne suis pas responsable. Par contre, je peux en tirer parti et donc agir un peu effectivement en entrepreneur. Ça, c'est un peu le premier élément de posture. Le deuxième élément de posture qui est lié à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de dire que l'incertitude, elle va amener son lot de changements, c'est-à-dire beaucoup des choses qui ont été vraies pendant très longtemps deviennent fausses. Et donc, il va falloir apprendre à remettre en question des croyances qui ont pu être utiles et vraies pendant très longtemps. Donc ça, c'est un peu le deuxième élément de posture, c'est être capable de se dire, attention, qu'est-ce que je crois aujourd'hui qui est devenu faux? Et c'est facile à dire et c'est difficile à faire, évidemment, dans la réalité. Donc, de la même manière que les entreprises et les organisations s'appuient sur des outils prédictifs, là, vous leur proposez de s'appuyer sur d'autres outils. Ça marche à peu près de la même manière? Ce sont des outils aussi que vous proposez? Alors, des outils, pas forcément. C'est plus, effectivement, pour reprendre votre terme qui me semble très important, c'est plus une posture qui est effectivement d'avoir de façon systématique une capacité à passer en revue ses croyances et ses hypothèses. Donc, encore une fois, ce que l'on voit en ce moment, c'est que beaucoup de choses qui ont été vraies pendant très longtemps ne le sont plus. Donc, les croyances, les modèles mentaux sur lesquels on a basé le développement de l'organisation, alors ça, évidemment, le télétravail dont on a tous beaucoup parlé a été un exemple presque caricatural de croyances qui ont été vraies pendant très longtemps et qui tout d'un coup sont plus vraies. Pendant très longtemps, le télétravail, c'était en gros un avantage en nature qu'on donnait à quelques employés qui en gros n'avaient pas de perspective de carrière. Et puis tout d'un coup, c'est devenu la base de la façon dont on repense le travail. Donc les modèles mentaux ont explosé. Et donc cette capacité à examiner de façon systématique les modèles mentaux, c'est pas vraiment une méthode, mais oui, c'est plus effectivement une posture, une habitude qu'on doit prendre, que ce soit dans les RH, dans les départements stratégie ou dans tous les départements des organisations, c'est de se dire attention, il y a des croyances qui nous servent pendant très longtemps, mais peut-être qu'elles sont en train de devenir fausses et donc il faut prendre cette habitude de les exposer et de les questionner. Sont-elles encore vraies? Et là-dessus, la crise sanitaire a peut-être aidé justement à faire accepter ces nouveaux modèles de management. On a tellement tenté de nouvelles choses dans les entreprises que peut-être que là, on peut aller vers ça peut-être de manière plus simple. Voilà, c'est l'avantage des crises. Alors elles ont évidemment leur lot d'événements très négatifs, mais
on sait aussi que beaucoup de systèmes changent que malheureusement lorsqu'il y a une crise. Donc on l'a effectivement beaucoup vu avec l'épidémie, le système de santé, mais le monde du travail, le télétravail, c'est vraiment pour la première fois développé massivement en raison de cette crise. Donc il y a des effets bénéfiques. C'est peut-être plus simple de faire accepter aujourd'hui auprès des managers cette incertitude, ce concept d'incertitude après 2 ans. Alors voilà, effectivement, je crois que tout le monde là est d'accord pour dire qu'il y a de l'incertitude. Cela dit, rappelons-nous, il y a quelques mois, on se disait bon, ça y est, le Covid, c'est à peu près terminé. Et puis on a eu la 5e vague. Et puis après, on s'est dit bon, la 5e vague se termine, donc là c'est bon, on va pouvoir. Et puis maintenant, il y a l'Ukraine. Donc la grande difficulté, je discutais avec un dirigeant il n'y a pas très longtemps, il me disait il y a aussi une fatigue qui est réelle, aussi bien dans le management que dans les collaborateurs, parce que on aimerait tous se poser quand même dans un état un peu stable. Et malheureusement, je crois que ça n'est pas encore pour tout de suite. Une question aussi, Philippe Silberzan. Comment emmener, motiver ces équipes? C'est vrai quand on est manager, on donne un objectif. Voilà, il faut emmener, motiver ces équipes. Comment faire ça si on n'est pas sûr de l'avenir? C'est pas un peu compliqué? Oui. C'est pas un peu paradoxal? Si, c'est une très bonne question. C'est qu'on pense que pour motiver des équipes, il faut donner des objectifs. Or, on sait aujourd'hui que donner des objectifs, c'est devenu compliqué. Mais en fait, il y a plein de manières de motiver des équipes autres que de donner un objectif. On pense que le leader, c'est quelqu'un qui doit dire voilà où on va et vous allez me suivre. Non, le leader, ça peut être justement quelqu'un qui dit voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, mais cette incertitude va avoir des aspects négatifs. Effectivement, je ne peux pas trop vous dire où on sera dans 3 semaines, mais il y a aussi des opportunités. Donc ensemble, on va essayer de construire ces opportunités. Donc c'est effectivement, vous parliez de posture et le terme est vraiment important. La posture aujourd'hui d'un manager, ça peut être précisément peut-être d'être un peu plus entrepreneurial en disant plein d'incertitudes, on ne sait pas forcément où on va, mais ça n'empêche pas d'avancer et puis de découvrir peut-être de nouveaux clients, de nouvelles offres, de nouvelles possibilités, de nouveaux talents aussi, parce qu'il y a des talents qui se révèlent dans l'incertitude. On pensait que Dupont était comme ci, mais en fait, il s'avère que cette personne peut faire des choses auxquelles on n'avait absolument pas pensé. Voilà, donc sans nier le côté anxiogène et parfois très négatif, il faut aussi se dire il y a des possibilités d'en faire quelque chose et on peut motiver des équipes justement là-dessus en disant non, il y a plein de possibilités. Et ce modèle-là, il est applicable aux plus grosses structures. C'est vrai qu'elles sont moins agiles que les PME, que les startups. Vous pensez que c'est adaptable à des grandes entreprises? Oui, moi je l'ai vu partout. C'est vraiment là, il y a une possibilité de leadership à tous les niveaux, dans les grandes entreprises, dans des PME, dans des entreprises publiques, dans des ministères. C'est vraiment là, je dirais, la crise, c'est vraiment l'occasion du leader. Les leaders se révèlent dans la crise. Churchill a été un politicien médiocre toute sa vie, jusqu'en 1940, où il a été le leader qu'on a connu. Donc il y a aussi ça. Et les leaders peuvent surgir, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, de n'importe où, de partout, quelle que soit leur formation, leur origine. Voilà. Donc il y a des opportunités de leadership dans les crises et on peut voir de très belles choses, des gens qui se révèlent justement dans ces situations difficiles. Une dernière question, c'est vrai qu'on a parlé donc des différents types d'organisations, des managers évidemment. Tous les acteurs économiques, selon vous, bénéficieraient de cette nouvelle approche, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des investisseurs. Il ne s'agit pas que des managers non plus. Non, moi je milite pour ce que j'appelle une culture de l'incertitude et je pense qu'elle bénéficierait aux politiques qui sont encore, et on peut le comprendre, très je dirais en réaction en disant voilà, il y a des choses qui se passent, comment je réagis. Je crois que pour revenir sur le paradigme que vous évoquiez tout à l'heure, qu'on cesse de dire qu'un manager, c'est quelqu'un qui doit prédire. Bien sûr, il y a une partie, mais aussi un manager, c'est quelqu'un qui doit vivre dans l'incertitude. Et ça, effectivement, c'est pour les managers, c'est pour les décideurs, mais c'est pour tous les collaborateurs. Chacun peut être acteur, dans une certaine mesure, de quelque chose de plus créatif dans l'incertitude. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Philippe Silberzan de nous avoir accompagnés. Je rappelle, vous êtes professeur à l'EM Lyon et également auteur de Bienvenue en incertitude. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Tout de suite, les entreprises s'engagent. Zoom maintenant, comme tous les mardis, sur ces entreprises qui s'engagent pour l'emploi. Cette semaine, la société Pneus Laurent, filiale du groupe Michelin, installée à Avallon, dans l'Yonne, un des leaders européens du rechappage de pneumatiques multimarques. Stéphane Ernoult, peut-être qu'on va expliquer ce que c'est. Stéphane Ernoult, directeur de cette usine Pneus Laurent dans l'Yonne, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Ouais, on va expliquer peut-être pour nos téléspectateurs ce que c'est ce rechappage de pneumatiques. Expliquez-nous. Alors, c'est très simple. En fait, c'est une opération qui consiste à redonner vie
à un pneumatique usagé. D'accord. Donc nous commençons par enlever la partie qui est usée sur la route, remettre ensuite une gomme, la recuire pour assurer une cohésion, et voilà le pneu reparti pour une deuxième, voire une troisième vie, quand ce qu'on appelle la carcasse, c'est-à-dire que la structure du pneu le permet. C'était bien de le préciser, on est plutôt sur du poids lourd, je crois. Alors, le rechapage concerne tout type de pneumatique, du tourisme, donc pour les véhicules automobiles, aux poids lourds et aux engins de génie civil. L'usine d'Avalon aujourd'hui est centrée sur les pneumatiques poids lourds et génie civil. Merci beaucoup pour cette explication, Stéphane Arnoux. Retour d'abord sur ces 2 dernières années bouleversées, bien sûr, par la crise sanitaire. Une question, quel impact elle a eu, cette crise, sur l'activité du site ? Est-ce qu'il y a eu des semaines d'arrêt ? Est-ce qu'il y a eu une baisse de la production ? Voilà, comment ça s'est passé ? Alors, mars 2020, comme beaucoup d'entreprises, en fait, un arrêt brutal qui a mis l'ensemble des salariés à la maison et donc un arrêt complet de l'activité. Ensuite, l'activité est repartie, elle est même repartie très fortement. Ceci dit, avec, vous l'imaginez, un taux d'absentéisme lié aux salariés qui étaient absents pour ou cas contact ou malheureusement touchés par la maladie. Quand vous dites repartie très rapidement, c'est-à-dire quand à peu près ? Si mes souvenirs sont exacts, elle est repartie 15 jours à 3 semaines après l'arrêt complet, le temps de mettre en place le protocole sanitaire nécessaire pour la reprise des activités. Et donc, quel changement ça a entraîné sur l'organisation du travail au sein de l'usine ? Est-ce qu'il a fallu s'adapter, comme vous dites, hausse de l'absentéisme ? Qu'est-ce que vous avez fait du coup à ce moment-là ? Alors, quand vous êtes adapté ? Il faut adapter la gestion de production et puis il a fallu démarrer une production de masques au départ, pour respecter le protocole sanitaire. Et donc ça, c'est une nouvelle activité à démarrer depuis sans aucune expérience. Donc, vous faisiez partie de ces entreprises qui, vous aussi, avez produit des masques. Voilà, on a commencé à produire nos masques pour nos salariés, pour permettre un retour progressif au travail. Pour rester dans ce contexte un peu particulier, un contexte tendu aussi dans lequel vous évoluez depuis une dizaine d'années maintenant, dans lequel votre secteur évolue. Un marché très impacté, on le sait, par l'importation des produits à prix bas, notamment venus d'Asie. Comment vous faites face à cette concurrence internationale ? Alors, on essaye de défendre nos valeurs et en particulier, en fait, le côté empreinte environnementale du rechapage. C'est un produit formidable. Parce qu'il offre une deuxième vie, voire une troisième vie à un pneumatique qui donc évite la mise en déchets. Ça permet d'économiser 66% de déchets, 45% de matières premières en moins. Donc nous comptons en fait sur une diffusion progressive auprès de nos clients de cet intérêt environnemental pour développer le business. Et c'est là votre plus-value peut-être face au marché asiatique ? Bien sûr, parce qu'à un prix certes équivalent, nous offrons aux clients une empreinte environnementale bien meilleure. Michelin, Stéphane Arnoux, a enclenché un plan de simplification et de compétitivité, prévoyant 2300 suppressions de postes d'ici 2023. Est-ce que votre usine elle est ciblée par ces mesures ? Vous savez, la recherche de compétitivité, elle est permanente dans nos entreprises. Et pas uniquement chez Michelin. Donc bien sûr, nous avons chaque année des plans pour améliorer notre compétitivité. Donc pas impacté par ces mesures de suppression de postes ? Si, chaque année, nous essayons de réduire le nombre de postes, de progresser pour améliorer notre compétitivité. Après ça, les effectifs dépendent aussi de l'activité. Donc là, d'un côté, nous avons supprimé des postes, mais d'un autre côté, nous avons embauché l'année dernière une dizaine de techniciens et cadres, une dizaine d'agents en production. Voilà, on va en parler. Malgré ce contexte un peu compliqué, votre usine a réussi à recruter. Combien de personnes, juste pour qu'on comprenne bien, combien de personnes donc étaient employées avant 2020, voilà, pour ensuite faire la différence avec vos recrutements en 2020 et 2021. Voilà, on était aux alentours de 400 personnes. Là, on a augmenté nos effectifs en 2021. Combien de personnes vous ont rejoint exactement ?
Une vingtaine. Une vingtaine de personnes? Voilà. Alors une vingtaine qui nous ont rejoints, d'autres nous ont quittés aussi, avec les départs en retraite, avec le turnover naturel. Mais voilà, l'année dernière, nous avons embauché factuellement 10 techniciens et collaborateurs, une dizaine d'agents en poste de production, en CDI, et une quarantaine de contrats intérimaires. Pourquoi c'est important de maintenir un niveau stable quand même de recrutement, surtout dans votre branche? Alors en fait, le niveau de recrutement, il va dépendre de l'activité, il va dépendre du nombre de départs de l'entreprise, et il permet à l'entreprise de se rajeunir, d'apporter un renouvellement et de contribuer aussi à la vie économique du territoire. Vous disiez tout à l'heure des contrats en CDI, uniquement en CDI. Les embauches que vous avez faites ces 2 dernières années, ce sont des contrats en CDI que vous proposez? Non, on propose des contrats en CDI, on propose des contrats aussi en alternance, on propose des contrats de professionnalisation et on propose aussi des contrats, des CDD, voilà, on a tout type de contrats qui sont adaptés à la situation, au poste. Et aux besoins. Et bien sûr aux besoins de l'entreprise. Vous parliez d'alternance. Je crois que vous employez actuellement 15 jeunes en alternance, si je ne me trompe pas. C'est à peu près ça. Stéphane Ernoult, quels sont pour vous les avantages de ce modèle d'apprentissage, les avantages de l'alternance? Alors l'alternance, c'est pour nous un outil formidable, bien sûr, de recrutement. C'est aussi pour nous une mission. Une véritable mission auprès de l'environnement économique pour participer à l'adéquation entre les formations et les besoins des entreprises. Et c'est aussi une conviction forte du groupe et de Pneus Laurent que nous avons notre rôle à jouer dans le système de formation. Et puis enfin, c'est la possibilité d'offrir à ces jeunes, à la fin du contrat d'alternance, en fonction de notre activité et de nos besoins, une offre d'emploi. Dans les faits, c'est le cas, justement. L'objectif, c'est de le recruter, peut-être pas tous, mais de les recruter en CDI à la fin. Tout à fait. Ouais. Dans le cas, c'est ce que vous faites. Dans les faits, c'est ce que vous faites. Alors après ça, il faut qu'il y ait adéquation entre le souhait du jeune et l'offre d'emploi proposée. Bien sûr. Comment vous engagez-vous, Stéphane Ernoult, sur l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi aussi? Je crois que c'est quelque chose qui fait partie aussi de votre stratégie. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui est dans nos valeurs, dans les valeurs du groupe Michelin. Là aussi, c'est une conviction forte que nous avons notre part à apporter. Et donc nous avons très concrètement, par exemple, accueilli un jeune réfugié politique de République du Congo qui a rejoint le programme de formation Michelin à Clermont-Ferrand, qui a donné à ce jeune une formation maintenance. Et nous avons embauché ce jeune à l'issue de sa formation maintenance à Avallon. Donc c'est un programme que nous continuons au-delà de la formation maintenance, en lien avec la mission locale d'Avallon, pour essayer d'offrir une chance à ces jeunes qui sont éloignés de l'emploi, à des réfugiés qui ont rejoint la France ou à des personnes qui sont en situation de handicap. Vous avez parlé du centre de formation Michelin. Comment travaillez-vous avec ce centre de formation? Vous allez recruter les apprenants directement à la sortie de la formation? Enfin, vous êtes en lien direct, en tout cas, avec le centre de formation? Oui, c'est un centre de formation sur les métiers de la maintenance, donc il est très spécifique. Et donc, quand nous avons des besoins en maintenance, nous sommes en contact direct avec ce centre, tout à fait. Dernière question, Stéphane Ernoult. On a parlé des recrutements donc 2020, 2021, 2022. Quels sont vos objectifs en termes de recrutement? Alors, 5 techniciens et cadres, donc 2 en bureau d'études, en mécanique et en automatisme, pour soutenir nos projets d'investissement. Un technicien qualité, un technicien en développement de procédés. Et voilà. Et voilà, on a fait le tour. J'ai fait le tour des 5. Merci beaucoup, Stéphane Ernoult, de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour cette rubrique Les entreprises s'engagent. On l'a vu en tout cas que vous vous engagiez pour l'emploi. Je rappelle, vous êtes directeur de l'usine Pneus Laurent. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Job. On va marquer une courte pause et puis dans quelques instants, on reçoit Alain Roumillac, président du géant du recrutement Manpower Group France. À tout de suite.
Le grand entretien, comme toutes les semaines dans Smart Job, on reçoit un acteur du monde économique. Aujourd'hui, c'est le président d'un géant du recrutement que nous accueillons sur notre plateau. Alain Roumillac, président de Manpower Group France, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Alain Roumillac, il aura fallu 2 ans de crise sanitaire pour bouleverser le marché du travail, bousculer les organisations, modifier drastiquement le rapport de force entre recruteurs et candidats, accentuer aussi la pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs, numérique et bâtiments pour ne citer que. Nous voulions faire le point donc avec vous sur ces grandes mutations, leurs conséquences, donner des solutions aussi, vos solutions en tant qu'acteur majeur du recrutement, je le disais, mais également en tant qu'accompagnateur des entreprises dans leur transformation. Alain Roumillac, cela fait plus de 10 ans que vous êtes à la tête de ce groupe. Diriez-vous que le marché du travail n'a jamais évolué aussi vite que ces 2 dernières années ? Alors c'est clair, je crois que c'est vrai dans beaucoup de domaines, mais cette crise a été une accélération d'un certain nombre de tendances. Des tendances qui étaient déjà là avant, en particulier sur de nouvelles attentes de la part des salariés, de la part des candidats. Et effectivement, on a vu une accélération de toutes ces tendances. Et puis vient aussi percuter le marché du travail, c'est d'autres accélération de la transition digitale. Bien vu que les entreprises ont accéléré sur ce sujet-là. Et puis sans doute aussi à un moment où il y a une prise de conscience des enjeux écologiques elle-même accélérée et où on est dans une accélération de la transformation et de la transition écologique. Donc tous ces éléments-là, oui, aujourd'hui, viennent bousculer sans doute comme jamais le marché de l'emploi. Alors Roumillac, comment en tant qu'acteur de poids des ressources humaines, arrive-t-on à s'organiser sur un marché qui semble un peu désorganisé justement en ce moment ? Mais d'abord, il faut essayer de le comprendre. Ouais. Et on vient d'ailleurs de publier une enquête pour essayer d'aider, entre autres, nos entreprises clientes à comprendre ce que sont ces grandes tendances. Et donc, on a identifié 4 grandes tendances. Donc, certaines que je viens déjà d'évoquer, c'est de nouvelles attentes de la part des candidats. Deuxième sujet, nous sommes sur un marché de pénurie de candidats dans bon nombre de domaines. Ensuite, il y a une accélération de la transition digitale. Et puis, il y a de nouveaux enjeux pour les entreprises. On a évoqué la transformation écologique, mais il y a des attentes de plus en plus importantes du monde extérieur, mais aussi à l'intérieur sur l'engagement sociétal des entreprises. Quand on parle de RSE, c'est vrai qu'on parle de RSE au sens large. Sociétale, environnementale. On évoquait il y a encore quelques semaines les problématiques géopolitiques. Là maintenant, on les voit véritablement. Donc tous ces sujets-là, et puis là encore qui est de l'actualité aujourd'hui, c'est aussi tous les risques cyber. Donc tous ces éléments-là, ça vient dire un nouveau cocktail de la façon dont les entreprises doivent s'adapter par rapport à l'ensemble de ces enjeux pour comprendre ce que sont les compétences dont elles auront besoin, en particulier demain. Et puis aujourd'hui, par rapport à ce marché qui est en mouvement, c'est comment est-ce que je fais en sorte de pouvoir attirer les candidats dont j'ai besoin. On va rentrer dans le sujet, évidemment. Vous parliez de liens que vous entretenez avec les entreprises, de comprendre leurs attentes, comprendre leurs besoins, peut-être même les aider. Quelle forme de lien, justement, vous avez maintenu avec les entreprises ces 2 dernières années ? Comment on les écoute ? Comment on les accompagne ? On essaie d'ailleurs justement de comprendre ce que sont leurs enjeux. Donc là encore, c'est une accélération d'une tendance qui était déjà à l'œuvre depuis un certain nombre d'années. On a besoin de plus en plus d'anticiper. Je crois que si on se met 10 ans en arrière, que ce soit sur des acquis de travail temporaire ou de recrutement, on avait une assez bonne adéquation entre les gens qui étaient sur le marché de l'emploi et les demandes des entreprises. Et donc ce qu'il fallait, c'était juste faire, dans notre jargon, le matching. Aujourd'hui, on est obligé d'anticiper. C'est plus le cas. Et on a vu un accroissement de ce gap entre les compétences disponibles et celles demandées sur ces 10 dernières années, avec une accélération sur ces 2 dernières. Donc, il faut être dans l'anticipation. Pour être dans l'anticipation, il faut comprendre ce que sont, pour nous, de la part des entreprises, c'est quels sont leurs enjeux, quels vont être leurs besoins à moyen terme. Et de la part des entreprises, c'est de comprendre ce qu'est le nouveau paradigme sur le marché de l'emploi. Donc, et entre autres, quand on n'a pas les candidats qui sont sur le marché, il faut accepter qu'il va falloir sans doute aller chercher des gens qui ont le profil, mais accepter de les former. Ils ne seront peut-être pas là. Donc, le jour où on en aura besoin. Donc, c'est pour ça que tout ce sujet d'anticipation est important. Donc, voilà. Donc, ça nécessite d'être beaucoup plus dans l'anticipation, dans la compréhension de ce que sont l'ensemble des mutations. Et c'est l'enjeu de l'ensemble de nos équipes
qui est d'une part de comprendre les problématiques des entreprises et surtout de les aider à bien comprendre ce que sont les mouvements et comment elles doivent s'y adapter. Vous parlez de l'ensemble de vos équipes, justement, on va rester sur Manpower Group France. Quels besoins, justement, en recrutement, toutes ces transformations majeures des entreprises, ont-elles impliqué pour le groupe ? Il a fallu recruter ? Alors, il a fallu recruter, et donc on a annoncé qu'on allait faire 1700 recrutements en France. En gros, 500 sur les métiers du recrutement, et plutôt sur la marque Manpower, et 1200 sur notre structure de services numériques qui s'appelle Experis. Donc, puisque vous aussi, vous avez dû faire votre transformation. Alors, nous avons dû faire notre transformation et nous accompagnons aussi la transformation digitale des entreprises. Donc les demandes sont extrêmement importantes, en particulier sur les métiers du recrutement. Et nous, bien sûr, si on veut aider nos clients à recruter, il faut que nous-mêmes on recrute. Donc ce sont des enjeux majeurs. Donc objectif 1700 recrutements en CDI. 1700 recrutements. En tout cas, c'était la lignée sur laquelle on était parti. On va voir si tout ce qui se passe va infléchir. Donc 1700 effectivement en CDI. Parce que la demande est forte d'ici la fin de l'année. Donc on est parti en tout cas depuis le début de l'année sur ce rythme-là. L'année 2021, Alain Roumillac, s'est achevée sur une note assez positive avec un taux de chômage bas. Quelles sont les perspectives d'embauche pour l'année 2022, notamment sur le travail temporaire ? Peut-être qu'on peut faire un focus aussi là-dessus. Donc sur le travail temporaire, nous n'avons retrouvé qu'en toute fin d'année le niveau d'activité que nous avions en 2019. Très fortement impacté par une activité qui reste relativement basse sur certains secteurs qui étaient assez fortement utilisateurs de travail temporaire. Et je pense entre autres au secteur de l'aéronautique et au secteur de l'automobile. Le secteur de l'aéronautique qui est en phase de reprise et le secteur automobile qui est très impacté et par les sujets de transition vers l'électrique et puis par les pénuries de composants. Donc, ce que nous pensons, c'est que le marché devrait continuer à progresser en ligne avec ce qu'est l'évolution de l'économie. Et puis, si on revient sur le marché du recrutement et plutôt en CDI, parce que cette reprise est un peu différemment de ce qu'étaient les reprises précédentes, elle s'est faite avec un recours beaucoup plus important au CDI que par le passé. Voilà. Historiquement, les entreprises, j'ai une reprise, je ne sais pas très bien si ça va être pérenne, je prends d'abord des ressources temporaires que ensuite je transforme en ressources permanentes. Voilà, sans doute lié à une confiance dans l'avenir, sans doute aussi à l'impact des réformes pénicaux de début de quinquennat des entreprises. Et puis parce que quand vous avez une pénurie de ressources, de compétences, vous cherchez à sécuriser les gens, et la meilleure façon de les sécuriser, c'est de leur donner des CDI. Donc très forte demande. Tous les trimestres, nous publions un baromètre, et ces derniers trimestres, nous avons été des niveaux records sur ce baromètre qui vient traduire ce que sont les intentions d'embauche des entreprises. Donc on a, en tout cas toujours, une demande extrêmement forte de recrutement des entreprises. Mais encore, on anticipait 4% de croissance. 4% de croissance, il faut avoir les ressources, les compétences pour pouvoir faire cette croissance. Donc un appétit important de la part des entreprises pour recruter. Donc appétit pour recruter, encore faut-il trouver des candidats ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. À quelles difficultés vont être confrontées les entreprises justement pour recruter ? Encore plus aujourd'hui et demain qu'hier, c'est qu'elles ne vont pas trouver sur le marché ou pas suffisamment les compétences dont elles ont besoin. Donc il faut qu'elles acceptent de former et il faut qu'elles acceptent d'ouvrir la formation, on en parlera peut-être tout à l'heure, enfin on en parlera d'ailleurs sûrement tout à l'heure, du côté des organisations d'abord. Voilà, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut modifier ? D'abord, il faut s'adapter à ce que sont les demandes des candidats et des collaborateurs. Typiquement, si ce sont des gens qui peuvent télétravailler, dans les 3 premières questions qu'il va y avoir dans l'entretien d'embauche qui vont venir de la part du candidat, ça va être quelle est la politique de l'entreprise en termes de télétravail. Donc il faut être capable de dire quelle est la proposition de l'entreprise sur ces sujets-là. On a évoqué les sujets sociétaux, environnementaux et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a une demande très forte, en particulier des jeunes générations, de quelle est la politique de l'entreprise. Elles ont envie de travailler dans une entreprise dans laquelle elles ont du sens, dans laquelle elles sont fières. Donc voilà un certain nombre de sujets sur lesquels les entreprises aujourd'hui doivent s'adapter et y apporter une réponse.
Et elles doivent apporter une réponse. Comment expliquez-vous justement ce changement de rapport de force? C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, entre recruteurs et candidats. Pourquoi c'est à l'entreprise aujourd'hui de tout faire pour se rendre attractive? C'est toujours la base de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de chômeurs, peu d'offres d'emploi, c'est facile de choisir. Quand vous avez beaucoup d'offres et que, en particulier sur les offres que vous avez et les compétences que vous recherchez, vous n'avez pas suffisamment de candidats, c'est à vous d'être plus attractif et de savoir attirer les gens dont vous voulez. Donc on est passé, et il y a très peu en plus de personnes qui avaient anticipé qu'on aurait un rebond aussi rapide du marché de l'emploi. Donc voilà, c'est une question d'offre et de demande. Il va y avoir un sujet qui commence déjà à arriver, mais qui va l'être de plus en plus, c'est le sujet du salaire. Et en plus, sans doute, comme on anticipait déjà une inflation importante, mais l'inflation va accélérer. Et puis d'autant plus, si on a une pénurie de compétences, si la compétence est rare, il va falloir la payer. La payer. Les entreprises sont prêtes à le faire, ça? Alors, vous avez deux types d'entreprises. Aujourd'hui, quand on discute avec nos clients, vous avez deux types. Vous avez celles qui disent, de toute façon, on est dans un métier, dans un environnement de pénurie, pénurie de compétences, mais également pénurie de composants, pénurie de matériaux. On a la capacité de passer des augmentations de tarifs, donc on peut augmenter les salaires parce que on saura le gérer et garder nos marges à part une augmentation de prix. Et puis vous avez un certain nombre d'entreprises qui vous disent mais moi je ne sais pas toucher mes prix. Donc de toute façon, dans ces conditions-là, je ne sais pas augmenter les salaires au-delà de quelque chose qui est décent. Et auquel cas, souvent la réponse des entreprises, c'est de dire tant pis. Donc je vais réduire la voilure. Sans doute que j'aurai la capacité de faire plus de croissance, mais je vais être avec un nombre de personnes plus limité, peut-être aller sur les marchés qui vont être les plus intéressants. Donc vous avez bien ces deux typologies d'entreprises. Et pour rester sur ce que les entreprises sont prêtes à faire ou sont capables de faire, est-ce qu'elles sont vraiment prêtes à investir dans cette marque employeur dont vous parliez tout à l'heure? C'est vrai qu'on a aussi cette petite musique du turnover dans certains secteurs où les gens restent 1 an, 2 ans, puis s'en vont, bougent beaucoup de mobilité. Voilà, on a du mal à imaginer une entreprise qui s'investirait beaucoup sur sa marque employeur. Quel message vous font passer les entreprises et quel message vous faites passer aux entreprises là-dessus? Là, on est sur deux sujets qui sont potentiellement un peu différents. C'est peut-être justement parce que vous allez avoir un turnover important qu'il va falloir que vous travailliez encore plus sur votre marque employeur pour attirer. Parce qu'il faut sans doute aussi comprendre que, en particulier sur les jeunes générations, ils ont envie d'avoir des expériences diverses et multiples. Et si je prends par exemple le segment de notre marque Experis, dans le domaine des services numériques, toutes les entreprises qui investissent maximum pour essayer de garder leur talent, elles ont beaucoup de mal à avoir moins de 20 ou 25% de turnover. Donc la marque employeur, c'est deux choses, oui, c'est essayer de faire en sorte de travailler sur la qualité de vie au travail, de faire en sorte de donner des opportunités aux gens pour qu'ils restent au maximum. Et chaque point que vous pouvez gagner sur le turnover, en général, c'est toujours très positif pour l'entreprise. Mais surtout, c'est que plus vous avez besoin de recruter, plus il faut que vous travaillez sur cette marque employeur pour que vous soyez attractif. Et je reprends toujours cet exemple. Voilà, donc chez Experis, on tourne à peu près comme le secteur avec 25% de taux de turnover. Donc sur 3700 personnes, vous voyez déjà le nombre de personnes qu'il faut recruter avant de faire de la croissance. Et on a l'ambition de faire 15% de croissance. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'organise et il faut qu'on ait un discours qui soit attractif pour que les gens disent, en particulier en se disant, moi, ce que je veux, c'est venir pour quelques années pour me faire une expérience, leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils vont avoir, chez nous, plus qu'ailleurs, une meilleure expérience. Vous en avez parlé aussi un peu tout à l'heure, Alain Roumiac, de la stratégie, des solutions que peuvent mettre en place les entreprises, notamment sur l'élargissement des profils. L'entreprise doit-elle davantage s'ouvrir à de nouveaux profils? Si oui, lesquels? Dites-nous tout. Alors, la France était un pays assez conservateur en termes de recrutement et qui avait l'habitude, qui avait en tout cas cette image de faire un peu du clonage. Et donc d'avoir des profils qui étaient assez similaires. Dans le contexte tel que l'on le vit aujourd'hui, si vous faites ça, vous ne trouvez pas les compétences dont vous avez besoin. Donc, premier sujet, il faut élargir.
et de se dire, plutôt que quand on recrute des gens expérimentés, plutôt que de vouloir avoir des gens qui ont eu exactement le même parcours chez des confrères, c'est de dire, mais il y a sûrement des parcours dans d'autres secteurs qui vont vous permettre d'avoir des profils qui vont être tout à fait en ligne avec ce que sont vos attentes. Donc d'autres secteurs, peut-être même des personnes éloignées de l'emploi aussi, et des personnes, des personnes éventuellement éloignées de l'emploi. Et deuxième sujet, c'est qu'on a une accélération des technologies. Donc les compétences que vous cherchez pour aujourd'hui, ça ne sera pas celle dont vous aurez besoin demain. Donc il faut que vous alliez chercher des gens qui sont curieux, qui ont une capacité à apprendre. Et donc la première façon de voir s'ils ont cette capacité à apprendre, les compétences comportementales, les compétences comportementales, techniques. Ouais. Voilà. Et puis vous allez commencer par les former, puisqu'il n'y en a pas suffisamment sur votre marché. Ça vous permettra aussi peut-être que vous ayez des gens dans ces conditions-là qui acceptent des niveaux de salaire qui sont plus cohérents avec ce que vous pouvez offrir, en tout cas au début. Donc c'est pour ça que nous, on pousse dans bon nombre de domaines, une fois, aller chercher des gens potentiellement dans d'autres qui n'ont pas exactement la même expérience. Et deuxième sujet, vous ne trouverez pas toutes les compétences dont vous avez besoin. Allons chercher les bons savoir-être, allons chercher des gens qui ont des profils, trouvons la bonne formation, trouvons l'ingénierie financière qui fasse aussi que ce soit le plus transparent financièrement pour l'entreprise, et vous aurez les compétences dont vous aurez besoin. Là encore, je reviens sur un de mes points qui m'a semblé qui a été le plus important. Par contre, il faut anticiper. C'est-à-dire, quelles sont les compétences dont vous aurez besoin dans 3 mois. Parce que si vous partez dans cette démarche-là, si vous les voulez pour demain, vous ne les aurez pas. Pour revenir sur ce qu'on disait sur les personnes les plus éloignées de l'emploi, vous êtes également président de la Fondation Agir contre l'exclusion. Est-ce que l'inclusion des personnes les plus éloignées de l'emploi, ça peut être aussi une réponse ? Il faut que ça en soit une. Ouais. Parce qu'on va très vite, et c'est ce que disent beaucoup d'analystes, c'est qu'à 7,5% de chômage, on n'est plus très loin d'atteindre un peu l'optimum, de faire travailler tous les gens qui aujourd'hui ont la capacité à travailler. Et en général, ceux qui ne sont pas aujourd'hui en position de travailler, c'est parce qu'en général, ils ont un certain nombre de blocages qui peuvent être sur des sujets de compétences, qui peuvent être sur des sujets de mobilité, qui peuvent être sur des sujets de garde d'enfants, qui peuvent être des sujets d'addiction. Autant de sujets sur lesquels, si on veut donc être capable d'aller vers un taux de plein emploi en ligne avec ce que vivent un certain nombre d'autres pays, il faut qu'on soit capable de lever ces freins. C'est pour ça qu'il faut travailler le plus possible avec de l'inclusion. Il faut, y compris des entreprises comme les nôtres. Nous, on travaille avec un certain nombre d'associations d'insertion, donc qui vont aider justement à lever ces inhibiteurs que je viens de citer. Et ensuite, une fois qu'ils les ont levés, nous, on prend ces gens-là, on les forme sur les métiers où on sait qu'il y a de la demande sur le bassin d'emploi. Et c'est comme ça qu'on sera capable de continuer à baisser le taux de chômage et qu'on sera capable de trouver les compétences dont les entreprises ont besoin. Lever les freins, il y a un profil aussi dont on n'a pas parlé, ce sont les femmes. Pourquoi les femmes sont si peu nombreuses, notamment dans les métiers qui recrutent aujourd'hui, les métiers comme le numérique, comme le bâtiment? Pourquoi sont-elles aussi peu nombreuses? Les préjugés ont la vie dure, Alain Roumillac? Les préjugés, oui, les préjugés ont la vie dure. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le domaine de l'informatique, on appelle maintenant le digital, et il y a déjà 20 ou 25 ans, on se battait pour faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes femmes qui aillent vers des métiers d'ingénieurs et les métiers du numérique. Et, je suis d'ailleurs pas certain qu'on n'ait pas régressé depuis ce moment-là. Donc il faut vaincre les stéréotypes. Donc ça se passe aussi à l'école, ça se passe au moment de l'orientation. Et puis, il faut être aussi ensuite capable ensuite lorsque vous avez des gens qui se réorientent dans la vie, d'être capable de les accompagner. Donc voilà, j'étais très heureux la semaine dernière, par exemple, d'être donc à Aix-en-Provence, sur les Bouches-du-Rhône, où nous accompagnons une association qui s'appelle Le Wagon, qui forme des jeunes femmes sur le métier de développeur. Donc on a décidé de s'associer pour que ces jeunes femmes, une fois qu'elles sont formées, on va les aider à s'insérer, à trouver l'entreprise dans laquelle elles vont pouvoir réussir. On a aussi de très belles expériences avec certains clients pour former des électriciennes. Donc il y a des stéréotypes à casser et on essaie d'y contribuer, mais c'est la société dans son ensemble. Et puis après, on a une responsabilité en tant qu'entreprise ensuite que d'accompagner toutes celles qui veulent aller vers un certain nombre de métiers qui sont très porteurs, de pouvoir y aller. Comment Manpower s'engage-t-il d'ailleurs sur la parité ?
Alors aujourd'hui, d'abord, nous sommes très heureux d'avoir un index de 99 sur 100 en ce qui concerne Manpower. Et même pour notre entreprise de services numériques, Experi, nous sommes à 94 sur 100. Donc très engagés, bien évidemment, sur l'ensemble de ces sujets. Donc d'abord, la première façon de le faire, c'est d'abord de bien le traiter à l'intérieur de l'entreprise, de faire en sorte, et là on a encore des progrès à faire, c'est que ce soit vrai dans l'ensemble de la structure et de l'ensemble de structures de management. Donc nous sommes engagés pour que nous augmentions le taux de femmes dans nos équipes de direction. Nous progressions, nous avons encore du chemin à faire. Et puis ensuite, c'est d'accompagner aussi un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de nos clients, lorsqu'ils ont cette démarche, c'est de les aider à les accompagner, à bâtir les cursus qui permettent, et lever aussi les freins pour qu'il y ait toujours plus de femmes qui aillent dans leurs équipes. Pour revenir maintenant sur la formation, puisqu'on a compris que c'était une des solutions, si ce n'est peut-être la solution, en tout cas aujourd'hui, pour battre ces pénuries de compétences, ces pénuries de talents dans certains secteurs. Alain Roumiac, comment le lien entre école ou cursus de formation et entreprise, il a évolué ces dernières années? Est-ce que le monde éducatif comprend bien les attentes du monde professionnel? Est-ce que ce lien se fait d'une manière sereine? Alors d'abord, il y a eu un progrès majeur, bien évidemment, c'est que tout le monde connaît, c'est donc l'augmentation très significative de l'apprentissage. Donc ça permet de faire un lien beaucoup plus fort entre la partie formation et le monde de l'entreprise. Je crois qu'on progresse dans la compréhension du monde de l'éducation avec ce que sont les enjeux d'entreprise. Simplement, c'est que le monde économique et les besoins de compétences évoluent très vite et on ne travaille pas avec la même constante de temps. Donc il faut qu'on travaille sur ces sujets-là. En particulier, on évoquait les métiers du numérique. Je pense qu'entre autres, un des premiers sujets, c'est qu'il faut qu'on continue à augmenter le nombre de places dans les écoles d'ingénieurs. Parce que si demain nous voulons réindustrialiser le pays, si nous voulons réussir notre transition écologique et si nous voulons que la France continue à être et soit même encore un plus grand pays sur tout ce qui est transformation digitale, il faut qu'on ait beaucoup plus de compétences, beaucoup plus d'ingénieurs que nous en avons aujourd'hui. Là aussi, élargir les profils, comme on le disait tout à l'heure pour les entreprises. S'il faut aller chercher des dizaines de milliers de personnes de plus, oui, il va falloir élargir les profils. Je crois qu'il y a déjà pas mal d'initiatives qui ont été prises, mais il faut le pousser à beaucoup plus grande échelle. Et puis ensuite, c'est travailler, bien sûr, on a évoqué les sujets de l'orientation, et puis en sortie d'école, c'est d'aider aussi les jeunes qui souvent savent pas très bien vers où s'orienter, c'est qu'on soit capable de leur dire où sont les endroits où il y a des opportunités et les guider vers ces endroits et sans doute leur donner cette formation complémentaire qui va leur permettre d'être opérationnels dans les entreprises. Vous parliez tout à l'heure du modèle de l'apprentissage, vous parlez peut-être de formation supplémentaire. Quels sont donc selon vous les modèles à privilégier aujourd'hui véritablement? Donc, je crois que tous les modèles où il y a un lien avec l'entreprise finalement. Il faut les modèles avec un lien avec l'entreprise. Il faut aussi qu'on investisse de plus en plus sur les méthodes pédagogiques en utilisant du digital. Parce que je l'évoquais tout à l'heure, non seulement il va falloir faire de la formation lorsque les gens changent d'emploi ou ils s'insèrent sur le marché de l'emploi, mais on va avoir des transitions extrêmement importantes et il va falloir que les gens se forment tout au long de leur vie. Une partie, ils pourront le faire donc en présentiel, mais il faut qu'ils puissent en faire toute une partie d'eux-mêmes. Et en plus, ce qui est l'avantage du digital, c'est qu'il permet d'ajuster le cursus à ce qui est le réel besoin de la personne. Parce que sinon, quand vous faites un cours magistral, vous faites le même pour tout le monde. Les points de départ sont absolument pas les mêmes et vous avez des gens qui ont du mal à suivre et ceux qui s'ennuient. Une approche pédagogique plus adaptée, donc plus individualisée. Une approche plus individualisée et pour l'individualiser, il faut faire plus de digital, donc continuer à investir massivement, sans doute travailler aussi sur des sujets de recherche. Moi, je pensais qu'on irait plus vite sur ces sujets-là. Dernière question, Alain Roumiac, avant de vous quitter. Je ne sais pas, peut-être une petite note d'optimisme, j'espère. Vous l'êtes en tout cas sur la capacité de tous ces acteurs, on l'a vu, tous les acteurs du marché du travail, à se trouver, à s'emboîter correctement. Vous êtes optimiste là-dessus ? D'abord, premier optimisme, c'est qu'on passe de crise en crise et pourtant on est dans un modèle qui est relativement résilient.
puisqu'on a vécu des crises successives, et en particulier la crise du Covid a été particulièrement brutale, et pourtant, à la fin, on se retrouve avec des taux de chômage qui sont inférieurs à ce qu'on avait avant. Donc d'abord, premier message, c'est on a des économies supportées aussi bien sûr par les États, mais qui sont extrêmement résilientes et qui font qu'on voit qu'on a des effets. On a évoqué aussi ce qui s'est fait sur les sujets de l'apprentissage. Donc, et c'est la démarche qu'il faut qu'on ait, c'est qu'il faut qu'on soit tous capables de s'associer avec les pouvoirs publics, le privé. Il n'y a pas d'opposition entre privé et public. On a des missions qui sont différentes, on a des rôles qui sont différents. Il faut qu'on se comprenne et qu'on s'en comprenne toujours mieux. Et moi, je suis optimiste sur notre capacité à franchir les nouvelles crises qui sont devant nous, si on est capable de travailler sur cette base-là. Merci beaucoup Alain Roumiac de nous avoir accompagnés lors de ce grand entretien. Je le rappelle, vous êtes président de Manpower Group France, bien sûr. Merci beaucoup. Tout de suite, et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, on continue de parler de la petite révolution qui est à l'œuvre sur le marché du travail. Compétences, automatisation, télétravail. La crise du Covid, on l'a dit, a véritablement accouché d'un nouveau marché de l'emploi. Une révolution numérique surtout qui nous pousse à repenser nos méthodes d'apprentissage. Retour avec notre invité sur les grands défis à affronter. Julien Breuil, directeur des relations entreprises du groupe EDC Business School, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. On vous connaît bien dans l'émission. Merci d'être avec nous, Julien Breuil. Premier constat donc de ce marché du travail en pleine révolution, la mutation sans précédent vers les métiers du numérique. Oui, indiscutablement. Alors c'est vrai qu'elle avait un peu débuté, puisque je rappelle toujours que sur les métiers cadres, s'entend, on a à peu près 70% des recrutements qui sont sur 3 grandes fonctions, les métiers dits de l'informatique, les métiers commerciaux et les métiers financiers. Mais c'est vrai qu'on a vu apparaître depuis 4-5 ans un fol envol, j'allais dire, des métiers informatiques. Et si on regarde un bilan de l'année dernière sur le nombre d'offres d'emploi publiées, on s'aperçoit qu'on a à peu près 65 000 offres d'emploi cadres sur les métiers de la gestion informatique, du développement, des fameux développeurs, voire de la gestion des infrastructures. Et cet ensemble-là, j'allais dire, n'inclut pas encore potentiellement tout ce qu'on va considérer comme les métiers de la data science, tout ce qu'on va considérer comme d'autres typologies de métiers qui peuvent aussi être intégrés, notamment sur la sécurité des données. On parle beaucoup du cloud, mais forcément, il faut aussi des métiers qui permettent de sécuriser ces données. Et ça n'englobe pas, j'allais dire, parce que selon l'organisation des structures, ça peut aussi varier, ce qu'on appelle les métiers du numérique. Aujourd'hui, on voit que les évolutions des entreprises, elles sont en constante mutation. Certains métiers qui sont dits du digital peuvent être orientés plus vers le marketing, d'autres plus vers l'IT. Donc on voit bien que cet ensemble-là, il est mouvant, à l'exception des métiers très informatiques. Et là, je pense des développeurs, où là, clairement, on est plutôt dans une typologie IT. Donc oui, il y a une mutation incroyable vers ces métiers-là. Vous parliez des besoins. En effet, malheureusement, le manque de spécialistes en France se confirme jour après jour sur ces métiers. L'enjeu serait-il celui de la formation, Julien Breuil, finalement ? Alors, l'enjeu, indiscutablement, il est celui de la formation. J'allais dire formation initiale, entre guillemets, dans les écoles, formation effectivement au sein des entreprises. On voit que si on se positionne dans les entreprises, il y a un certain nombre de cadres qui sont en attente de formation. Alors, pas seulement quand même hard skills, mais aussi également tout ce qui concerne les soft skills, parce qu'au-delà de la compétence technique, il y a aussi un accompagnement sur la capacité. Tout à l'heure, on parlait quelque part des chefs de projet. Il y a une capacité à savoir mener un projet. Et puis, effectivement, dans les écoles, il y a forcément aussi des spécialisations à créer, un accompagnement, vous en parlez tout à l'heure avec M. de Roumiac, avec une liaison très forte entre les entreprises et les écoles pour justement que les besoins de l'entreprise se retrouvent au sein des écoles dans l'apprentissage qu'on peut faire. Alors, c'est pas moi en tant que directeur des relations entreprises qui vais vous dire qu'il n'y a pas des progrès énormes qui ont été faits, bien évidemment, mais comme toute chose, il y a un côté à optimiser, bien évidemment. À l'échelle de votre école, justement, Julien Breuil, le groupe EDC Business School, la montée en compétences sur le numérique, elle se confirme véritablement ? Alors, plus que le numérique, moi je préfère mieux dire que déjà on accompagne. C'est-à-dire qu'effectivement, on essaie d'avoir des programmes et des projets qui sont vraiment transverses, avec des savoirs qui sont à la fois hybride. Alors bien sûr, on fait comme tout le monde à la fois du présentiel, du distanciel. On essaye de mutualiser certaines compétences. On essaye de faire des stages à l'étranger et également en France. On essaye de faire à la fois des stages, de l'apprentissage pour certains, mais également des missions qui sont un tout petit peu différents. Et puis on a des spécialisations qui se créent. C'est vrai que moi, je pense fondamentalement au-delà de l'école que
quand vous avez une compétence notamment par exemple sur la data science, oui il y a une compétence technique, mais ce qui est le plus important dans une entreprise, c'est cette capacité à mener des projets ensemble. Si vous êtes une entreprise qui a une organisation en silo, c'est souvent un peu compliqué, et effectivement les organisations sont de plus en plus matricielles, et donc c'est important pour les étudiants d'avoir déjà cette capacité à mener des projets. C'est pour ça qu'on demande aux entreprises aujourd'hui de venir de plus en plus dans les programmes, de proposer effectivement des missions pour amener les étudiants à travailler ensemble en fonction des projets de l'entreprise. Et ça, c'est excessivement important. Et oui, qu'est-ce qui se joue justement, Julien Breuil, dans ce lien aujourd'hui entre école et entreprise? Pourquoi est-il essentiel, selon vous, crucial même? Il est essentiel tout simplement parce qu'aujourd'hui, si on voit l'exemple des entreprises, alors je verrai 2 points essentiels à mes yeux. Le premier, c'est que les entreprises connaissent, on l'a dit tout à l'heure, une transformation sans précédent qui vient vers le digital. Une multitude d'entreprises, alors on parle de 50%, parfois 70% sur certains métiers ont des difficultés à recruter, notamment pour des questions pénuriques. Donc il faut qu'effectivement elles aient les compétences en adéquation avec les besoins. Alors, effectivement, il y a toujours une dynamique un peu asynchrone, c'est-à-dire que les besoins de l'entreprise arrivent parfois plus vite que les formations, d'où la nécessité d'anticiper le plus possible au cœur de la pédagogie avec l'apport des entreprises. Et puis, le deuxième élément, c'est de permettre aux étudiants d'avoir une bonne connaissance de l'entreprise et des métiers. Rien de plus décevant pour un étudiant et pour une entreprise de former quelqu'un et finalement qu'il s'en aille. Alors, je parle bien sûr, on voit qu'on a de temps en temps des étudiants qui, même dans le cadre d'une alternance, vont envisager une rupture, mais c'est notamment le cas aussi pour un jeune diplômé où on passe du temps, de l'argent entre guillemets pour les entreprises, et si l'onboarding n'est pas réussi ou que tout simplement l'étudiant ne se retrouve pas dans les métiers qui sont proposés, effectivement ça sera encore une déception et du temps de passer par rapport à une compétence avec une entreprise qui a un besoin j'allais dire rapide par rapport à un univers concurrentiel de plus en plus fort de se transformer. Il nous reste 1 minute 30, Julien Breuil. La plus grande révolution pour vous, elle se joue aussi c'est peut-être celle de la relation au travail. Pourquoi ça aussi, c'est ça qui a changé pendant cette crise? Alors c'est vrai que j'ai toujours un peu de honte à redire le sens au travail, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on redit de manière régulière. Alors il ne faut pas enfoncer des poncifs, mais c'est vrai que la notion de sens et la notion notamment de plaisir au travail ou dans l'entreprise est devenue essentielle. On le répète, mais c'est peut-être important de le répéter. Mais c'est très important, et d'ailleurs on a des entreprises, je le rappelle, qui aujourd'hui, dans le cadre de leur déménagement, peuvent avoir parfois des locaux plus petits, parfois au cœur de Paris si on prend la région parisienne, mais qui réaménagent complètement leur univers pour avoir des environnements qui sont plus agréables, pour favoriser une expérience différente. Et puis on a bien évidemment l'essor du télétravail, puisqu'aujourd'hui 51% des grandes entreprises et des ETI favorisent un mode hybride. Ce en quoi d'ailleurs les cadres, on s'en doutait, enfin les managers sont plutôt justement, à l'aise avec cette méthode-là, puisque 82% considèrent que c'est un bon moyen pour les cadres de mettre en place, leur mission et de travailler. Merci beaucoup Julien Breuil, je rappelle que vous êtes directeur relations entreprises du groupe EDC Business School. Merci d'être venu nous voir, d'avoir commencé. On a un peu parlé de cette révolution du marché du travail. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, tout à fait. Vous reviendrez dans cette émission pour nous en dire plus. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à Fanny Griesmer qui m'a aidé à la préparer. Merci à vous de m'avoir suivi, de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez bien sûr Arnaud Ardouin à la présentation de ce rendez-vous. Moi, je vous dis à très vite sur Bismart. Très bonne journée à tous.